La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre collection spéciale dédiée aux 80 ans de la sécurité sociale. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux relations entre la sécurité sociale et le Parlement, un sujet essentiel pour comprendre son évolution et son fonctionnement. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois sur notre podcast Jean-Luc Matte, conseiller d'État et ancien conseiller de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Matte, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité pour évoquer un sujet qui me tient beaucoup à cœur compte tenu justement de mon parcours professionnel à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous indiquer comment se sont développées dans l'histoire les relations entre la sécurité sociale et le Parlement ? Nous célébrons en 2025 les 80 ans de la sécurité sociale et les presque 30 ans des lois de financement de la sécurité sociale. Il s'agit, je trouve, d'une bonne occasion de rappeler l'origine et l'évolution de ces lois de financement qui sont votées par le Parlement chaque année et qui traduisent les choix politiques de la nation en matière de sécurité sociale. L'intervention du Parlement en matière de sécurité sociale n'a rien d'évident. Historiquement, ce n'est que progressivement que les parlementaires ont pris leur place, de plus en plus importante, tant par rapport aux partenaires sociaux que par rapport au gouvernement. Les prémices de la sécurité sociale sous la Troisième République ont résulté d'initiatives parlementaires, avec par exemple les lois de 1898 sur les accidents du travail ou de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes. Mais ensuite, c'est le gouvernement qui a pris la main par ordonnance et il a posé les 3 jalons essentiels de la sécurité sociale depuis 1945. D'abord, l'ordonnance du 4 octobre 1945, qui a donc organisé la sécurité sociale sous l'initiative de Pierre Laroque. Ensuite, les 4 ordonnances dites Jeanneney de 1967. Et enfin, les ordonnances du plan Juppé de 1996. Le cadre de gestion de la sécurité sociale est celui de la démocratie sociale. Ce sont les partenaires sociaux qui gèrent les régimes de sécurité sociale en étant responsables de leur équilibre financier. Et donc, ab initio, comme on le constate, le Parlement est le grand absent de la sécurité sociale. Mais dès lors que d'un côté, les dépenses de la sécurité sociale portent sur des montants financiers supérieurs à ceux du budget de l'État, et d'un autre côté que les recettes de la sécurité sociale ont été de plus en plus fiscalisées, le Parlement se devait d'étendre son contrôle sur les régimes de sécurité sociale. La répartition des compétences entre le législateur et le gouvernement, telle qu'elle résulte de la Constitution de 1958, ne permettait pas au Parlement de se prononcer sur les finances sociales, puisque c'est le pouvoir réglementaire qui fixe le montant des prestations et les taux de cotisation. Alors on a une première tentative pour étendre la place du Parlement en 1987. C'était une proposition de loi organique qui a visé à renforcer le contrôle du Parlement sur les finances de la sécurité sociale. Cette tentative a échoué puisqu'il y a eu une censure du Conseil constitutionnel. Donc de lors, seule une révision constitutionnelle permettait de rendre le Parlement responsable des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. Et cette étape décisive a fini par être franchie à l'occasion justement du plan de réforme de la sécurité sociale de 1995 présenté par le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. La clé de voûte de cette réforme, c'était justement une loi constitutionnelle qui a donné des pouvoirs au Parlement en matière de pilotage de la sécurité sociale. Contre l'avis à l'époque des partenaires sociaux, qui redoutaient une étatisation de la sécurité sociale, la loi constitutionnelle de 1996 a donc créé les lois de financement de la sécurité sociale, qu'on appelle les LFSS, qui déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses. Et alors, justement, comment ont évolué les lois de financement de la sécurité sociale depuis leur création en 1996 ? Le périmètre et le contenu de ces lois, ainsi que les modalités de leur examen parlementaire, sont régis par une loi organique. Et donc plusieurs se sont succédés depuis 1996, qui à chaque fois ont traduit un renforcement du contrôle du Parlement sur les finances sociales. D'abord, la loi organique du 22 juillet 1996 a créé le premier cadre applicable. La LFSS portait sur les seuls régimes obligatoires de base dont le nombre d'affiliés était supérieur à 20 000 cotisants. L'innovation la plus symbolique à l'époque résidait dans l'instauration d'un ONDAM, objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il ne constitue cependant qu'un objectif indicatif et non un plafond de dépenses pour les assurés dont les droits au remboursement de soins restent ouverts. La seule disposition impérative des LFSS, c'est le plafond de ressources non permanentes auxquelles sont soumis les régimes qui peuvent couvrir ainsi leurs besoins de trésorerie. Après presque une décennie de LFSS, la sécurité sociale ne pouvait pas échapper au mouvement de rénovation de gestion publique engagé
pour le budget de l'État avec la LOLF en 2001, la loi organique relative aux lois de finances. Et donc, en parallèle, une loi organique de 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a significativement élargi le périmètre des LFSS. D'une part, à l'ensemble des régimes obligatoires de base, donc sans plafond de nombre de cotisants, et d'autre part, en lui donnant une compétence exclusive pour modifier toute mesure d'exonération de cotisations sociales non compensées. Cette loi organique de 2005 a enfin limité le recours à la dette sociale en prévoyant que seule une loi organique peut désormais autoriser une nouvelle reprise de dette qui aboutirait à allonger sa durée d'amortissement. La loi organique de 2010 a été la première application de cette loi sur la dette. La loi organique de 2020 a de nouveau prolongé la durée d'amortissement de la dette sociale en contrepartie de la création de la branche autonomie au sein de la sécurité sociale. Enfin, de nouveau pour s'adapter à l'évolution du cadre de gestion du budget de l'État en 2021, une loi organique du 15 mars 2022 a modifié de nouveau le régime des LFSS, d'abord en avançant au 1er mardi d'octobre à la place du 15 octobre la date de dépôt du projet de loi de financement pour l'aligner sur celle d'une loi de finances. En deuxième lieu, en créant une loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale sur le modèle des lois de règlement du budget de l'État. Et en dernier lieu, elle a étendu le champ des LFSS aux mesures ayant un effet sur la dette des établissements publics de santé. Quel bilan peut-on tirer des LFSS depuis désormais presque 30 ans qu'elles existent ? Quelle est leur importance réelle pour le pilotage de la sécurité sociale ? Alors, l'importance que revêtent les lois de financement dans la vie politique se mesure à l'aune de la loi constitutionnelle de 2008 qui a renforcé la place du Parlement au sein des institutions. On regarde son importance pour la détermination, la conduite de la politique de la nation. La loi de financement a vu son cadre d'examen parlementaire aligné sur celui de la loi de finances. L'objectif, c'est que le gouvernement conserve pour ces deux lois financières les moyens d'action du parlementarisme rationalisé qui est celui de la Ve République, à savoir le monopole d'initiative gouvernementale, la discussion en séance publique sur la base du texte du gouvernement et la possibilité pour le gouvernement d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. C'est le fameux 49.3 bien connu de tous, sans aucune limitation. Cette procédure a systématiquement, donc le 49.3, été utilisée depuis l'existence d'une majorité parlementaire relative à partir de 2022, notamment pour l'adoption de la réforme des retraites en 2023, alors qu'elle ne l'avait jamais été avant pour un PLFSS depuis 1996. Si ainsi le vote chaque année d'une loi de financement introduit une rupture fondamentale dans la gestion de la sécurité sociale, donc avec justement l'intervention du Parlement qui fixe un cadre budgétaire, donc qui définit un équilibre des comptes compte tenu des perspectives économiques et financières et des priorités des politiques publiques, il faut toutefois relativiser la portée réelle de cet outil. Ainsi, ces prévisions de recettes votées par le Parlement sont de même nature indicative que les évolutions de ressources votées pour le budget de l'État. En ce qui concerne les dépenses, le Parlement vote en loi de finances des crédits budgétaires. Les crédits, ce sont des autorisations de dépenses qui ont un caractère limitatif. On ne peut pas dépenser plus. Alors que pour, comme on l'a vu, la sécurité sociale, les objectifs de dépenses, notamment l'assurance maladie, ce sont des objectifs donc non limitatifs. Alors certes, l'ONDAM a une partie de crédits limitatifs pour les établissements de santé et médico-sociaux avec des enveloppes limitatives, mais c'est une partie seulement de cette dépense. Le crash test ultime, on va dire, pour mesurer la portée d'une loi de financement, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il n'y en avait pas de loi de financement votée, puisque, comme on le sait, la sécurité sociale a vécu sans loi de financement jusqu'en 1996. Et bien, sauf que la question, elle s'est réellement posée il y a à peu près un an, à la suite de la censure du gouvernement Barnier, qui avait engagé sa responsabilité en application justement de l'article 49.3 sur le vote du PLFSS 2025. La seule disposition contraignante d'une loi de financement, comme on l'a vu, c'est l'autorisation d'emprunt, alors que la loi de finances doit autoriser chaque année la perception des impôts, y compris ceux affectés à la sécurité sociale, par exemple la CSG, et puis aussi les crédits budgétaires, d'où l'existence d'une loi spéciale qui, depuis 1956, permet que le budget de l'État fonctionne avec une garantie de continuité des services publics, même s'il n'y a pas de vote au Parlement au 31 décembre. Or, les dispositions de la Constitution ne permettent pas aux lois de financement d'avoir un dispositif équivalent. C'est pourquoi il a fallu faire un effort en décembre 2024 pour que la loi spéciale prévue pour le budget de l'État intègre aussi la seule disposition indispensable au fonctionnement de la sécurité sociale, à savoir la possibilité de recourir à des emprunts pour assurer le paiement des prestations sociales. Par ailleurs, l'information du Parlement, certes, elle s'est étoffée depuis la création des lois de financement, avec des annexes toujours plus nombreuses, mais on peut dire que trop d'informations tue l'information. Surtout au regard des délais particulièrement contraints dans lesquels les PLFSS sont examinés par le Parlement. C'est seulement une semaine de séance publique pour le PLFSS à l'Assemblée nationale contre un mois complet pour la loi de finances.
Enfin, le champ des lois de financement est limité aux seules mesures qui ont un impact financier suffisamment direct, selon une jurisprudence qui a toujours été très stricte du Conseil constitutionnel sur le sujet. Ils sont sur d'office ce qu'on appelle les cavaliers sociaux. Ce sont donc toutes les dispositions qui n'ont pas d'impact financier, l'objectif étant d'éviter que les lois de financement ne se transforment en textes portant diverses mesures d'ordre social. Donc on ne peut pas porter en loi de financement des réformes d'ensemble des politiques de sécurité sociale qui ont toujours un aspect organisationnel, de structure et pas seulement financier. Et donc on constate que les principales réformes sociales qui sont intervenues ces dernières années n'ont pas trouvé leur place en PLFSS, qu'il s'agisse de la réforme de l'assurance maladie en 2004, de celle de l'hôpital en 2009 et en 2016 ou des réformes des retraites en 2003, en 2010 et en 2014. Il y a effectivement une exception, la réforme des retraites dont je viens de parler de 2023, qui a porté l'âge de départ à 64 ans, qui a figuré dans une loi de financement rectificative en 2023, mais qui a ouvert justement un procès en légitimité de l'adoption de cette réforme par le Parlement, qui perdure encore, puisqu'elle a été adoptée sans vote après l'engagement, la responsabilité du gouvernement, toujours le 49.3. Cela a débouché sur la tentative de redonner la main à la démocratie sociale dans le cadre du conclave entre partenaires sociaux sur les retraites, qui s'est tenu en vain au printemps dernier. Cet épisode illustre le fait que la loi de financement ne saurait être le cas de débat structurel sur l'évolution de notre système de sécurité sociale. Et pour conclure, pourriez-vous évoquer les perspectives d'évolution future des LFSS ? Quelles propositions d'amélioration sont en débat aujourd'hui ? Alors, le débat essentiel pour l'avenir qui se pose aujourd'hui me paraît porter sur le respect de la programmation pluriannuelle des finances publiques. La création de l'LFSS, donc on l'a vu, c'était la clé de voûte en 1995 du plan Juppé qui voulait déjà faire face à ce qui était alors présenté comme un trou abyssal de la sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros. 30 ans après, le déficit de l'ensemble des régimes de base, c'est plus de 22 milliards d'euros en 2025. Donc dès lors que la France s'engage vis-à-vis de l'Union européenne sur des hypothèses de déficit et de dette pour l'ensemble des administrations publiques, il est nécessaire de pouvoir s'assurer des conditions dans lesquelles la sécurité sociale contribue à l'atteinte de ses objectifs. La question du rôle effectif des lois de financement dont on vient de parler pour assurer le respect d'une trajectoire donc se pose, de même que son articulation avec la nécessité de donner aux acteurs, notamment de la santé, de la visibilité sur les mesures à prendre. C'est pour ça qu'on a un débat aussi sur la pluriannualité de l'action publique qui doit être mieux prise en compte afin de permettre de mener des politiques publiques efficaces à long terme. Puisque justement l'annualité stricte des lois de financement peut adapter à la retraite mais aussi à la santé et comme on l'a vu leur champ très limité au regard des mesures uniquement financières qui ne couvrent pas l'intégralité du champ de la sécurité sociale ni des relations avec l'État interroge les parlementaires eux-mêmes par rapport à leur rôle de législateur. La revendication des partenaires sociaux qui est exprimée dans le conclave sur les retraites dont je viens de parler, qui veulent être associés à la gouvernance notamment de l'assurance vieillesse de base, pose la question de la responsabilité partagée avec les pouvoirs publics. Avec une crise de la représentation qui atteint autant les représentants politiques que syndicaux, l'objectif d'apaiser les tensions sociales nécessite de s'appuyer sur la transparence du débat que permettent les lois de financement pour nourrir l'acceptation des décisions financières à prendre afin de préserver en l'adaptant pour l'avenir notre modèle social. Alors, la régulation d'un système aussi vaste et complexe que la sécurité sociale ne peut réussir qu'avec justement la participation active de l'ensemble des acteurs pour que la société puisse s'en approprier les enjeux. Il faut bien avoir à l'esprit l'impact démocratique essentiel des lois de financement. Les débats sur l'équilibre financier de la sécurité sociale se déroulent chaque année dans un cadre public qui permet la libre confrontation des opinions sur la base d'informations claires et partagées et donc sont conclus en principe par des votes exprimant des choix démocratiquement consentis. Avant 1996, qu'on se rappelle, une telle procédure démocratique n'existait pas. Pour autant, les contraintes financières croissantes qui pèsent sur le système devraient amener aujourd'hui les acteurs politiques et sociaux à œuvrer de concert à l'efficacité économique et sociale des politiques à mener et en consentement de la population aux évolutions nécessaires pour adapter notre modèle social, donc en s'appuyant sur cet outil renouvelé des lois de financement de la sécurité sociale. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci encore de m'avoir donné du temps pour évoquer ce sujet majeur pour donc le pilotage et l'avenir de notre sécurité sociale. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale consacrée aux 80 ans de la sécurité sociale. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.